Fake it until you make it. C'est la devise non officielle de la Silicon Valley. Tu vends du rêve, tu lèves des milliards et après tu pries pour que la technologie suive. Parfois ça marche, ça a carrément été le cas pour Dropbox. Lorsque Drew Houston a fondé Dropbox, l'idée de synchroniser des fichiers dans le cloud était clairement révolutionnaire. Je le rappelle, c'était en 2007. Et à l'époque, les logiciels de gravure CD et les clés USB étaient à la mode. Et Drew Houston a eu le courage de faire ce que personne n'osait faire à ce moment. Avant même que le produit ne soit finalisé, il a décidé de partager une vidéo de démonstration, montrant une version totalement fictive de ce qu'était Dropbox. Il n'avait qu'un prototype rudimentaire, mais la vidéo captivante a suffi à séduire les investisseurs et à prouver l'intérêt du marché pour cette solution. Résultat, il a levé des fonds. Beaucoup de fonds, rendant possible la véritable percée de son produit et de son entreprise, et devenant au passage l'un des plus grands succès tech de la Silicon Valley. Mais cette stratégie est à double tranchant. Ça peut être littéralement un château de cartes qui s'effondre. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec l'entreprise Theranos et sa fondatrice Elizabeth Holmes. L'histoire, vous la connaissez peut-être, une start-up qui promet de révolutionner la médecine avec une simple goutte de sang prélevée sur le bout des doigts. Des centaines de tests en quelques secondes, le tout miniaturisé. Fini les prises de sang coûteuses, longues, douloureuses, fini l'attente interminable des résultats. Aux États-Unis, ce genre d'analyse coûte très cher et il n'y a pas de sécurité sociale publique. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, entre 30% et 50% des décès par cancer pourraient être évités grâce à des stratégies de prévention et de détection précoce. La technologie de Theranos promet justement ça. Au-delà du test sanguin, ils peuvent a priori tout analyser bien plus facilement, rapidement, avec des quantités très faibles et à moindre coût. Les investisseurs se jettent dessus, aveuglés par le potentiel disruptif. Ils voient en Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos, la nouvelle Steve Jobs dont le monde a besoin. Elle porte de sobres pulls à col roulé noir. Ça ne vous rappelle rien ? C'est vrai qu'elle ne laisse pas indifférent. Il y a un truc avec cette femme, une voix très rauque, de grands yeux bleus qui ne scillent jamais. On voit en elle un véritable génie. En 2014, Forbes la consacre plus jeune self-made woman milliardaire au monde. En 2015, au New York Sheraton Hotel, lors d'une conférence en présence de l'ancien président américain Bill Clinton, elle décrit son invention. Une machine capable de réaliser 200 tests médicaux avec une seule goutte de sang. Clinton sourit et prononce ces mots « Il n'y a pas à s'inquiéter pour le futur avec Elizabeth Holmes, vous êtes entre de bonnes mains ». La valorisation explose, 9 milliards de dollars, le rêve ultime. Sauf que la technologie ne marche pas, elle n'existe même pas vraiment. Les résultats sont bidons, trafiqués, et le pire, c'est que des décisions médicales cruciales, des diagnostics vitaux sont prises sur ces bases. Des patients reçoivent de faux positifs et de faux négatifs. Les conséquences sont terribles. Selon une enquête du Wall Street Journal, les tests Theranos étaient si peu fiables que les résultats variaient considérablement d'un jour à l'autre et même d'une heure à l'autre. Et comme toute bonne tragédie, ça finit par s'écrouler. La vérité éclate au grand jour, les mensonges sont révélés. Les journalistes d'investigation comme John Carreyrou du Wall Street Journal font un travail remarquable pour dénoncer l'imposture. L'empire Theranos s'effondre, emportant avec lui des milliards de dollars et la réputation de sa fondatrice Elizabeth Holmes. Palo Alto, c'est bien plus qu'une simple ville. C'est le cœur battant de la Silicon Valley, le berceau de l'innovation, l'endroit où les idées les plus folles prennent vie. C'est ici que des hommes comme Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg et Steve Jobs se sont illustrés, devenant de véritables figures mythiques. Et les projets à succès ne manquent pas, Tesla, Facebook, Spotify, PayPal ou encore Google. Mais dans ce monde, la réussite ne se mesure pas seulement en dollars ou en parts de marché. Elle se mesure aussi en vision. Tout le monde veut devenir le visionnaire qui change le monde à tout jamais. Mais Palo Alto, c'est aussi la célèbre université de Stanford. Université où est entrée Elizabeth Holmes en 2002 pour y étudier la chimie. Elle fait un stage au Genome Institute de Singapour où elle travaille sur la détection du coronavirus, du SRAS dans le sang. En 2003, elle dépose un brevet pour un appareil de suivi et de dosage de médicaments intégré dans un téléphone portable. Elle n'a que 19 ans et rêve déjà de biotechnologie. Durant les années 2000, elle regarde de très près l'ascension fulgurante de Steve Jobs et sa manière de faire du storytelling, sa manière de captiver le public et sa manière de prendre des risques pour apporter au monde sa vision. Dans la newsletter The Uncrypt, j'ai écrit un article qui parle spécifiquement de la conférence du 9 janvier 2007, conférence d'Apple qui changea le monde. Oui,
Dans cette conférence, Steve Jobs présente un téléphone révolutionnaire qui se connecte à Internet, fait office de lecteur multimédia et accessoirement permet de passer des coups de fil et d'envoyer des SMS. La conférence, cette fameuse keynote d'Apple, fait l'effet d'une bombe. Apple était surtout connu pour développer des ordinateurs puis des lecteurs musicaux, les fameux iPods, et maintenant, il se lance dans les téléphones tout en un, qui regroupent toutes ses activités et toutes ses technologies. Quelques mois plus tard, le succès du premier iPhone est juste un truc de zinzin. Et on apprendra par la suite que tous les ingénieurs qui travaillaient sur le prototype de l'iPhone au cœur de la démo de cette conférence, y compris Steve Jobs, ont sacrément serré les fesses le jour de la conférence. Car oui, le prototype était truffé de bugs et chaque action risquait de faire planter l'appareil et la conférence. Absolument rien n'était au point. Et personne ne savait si l'appareil allait pouvoir sortir un jour tant il y avait de problèmes. C'est ça, le fake it until you make it. Quand on sait qu'aujourd'hui le smartphone est la norme, on se dit que ça valait le coup de feinter une belle démo lors de cette conférence. Et tout ça est bien entendu arrivé jusqu'aux oreilles d'Elizabeth Holmes. Cette jeune femme déterminée est littéralement fascinée par Steve Jobs. Elle rêve, elle aussi, de changer le monde, de laisser une empreinte indélébile dans l'histoire de la médecine. Elle applique le fake it until you make it à la lettre, comme si c'était une étape nécessaire. Mais entre un téléphone portable et des tests sanguins médicaux, il y a un monde. Et pour ne rien arranger, elle va beaucoup trop loin. Elle est obsédée par le fait de devenir la nouvelle icône de la Silicon Valley. Et ça se sent qu'elle prend Steve Jobs comme idole. Elle s'habille comme lui, elle parle comme lui, elle imite son charisme. Elle veut incarner le futur de la tech. Elle met toutes les chances de son côté. Elle se fait coacher en storytelling jusqu'à changer de voix. And we talked to our lab team and they said, okay, you can do the draw. And so they did this, what would have been a finger stick on this little nub on his arm. And Sure. Over the last 11 years, we've reinvented the traditional laboratory infrastructure. Elle arbore une voix très grave, articule, parle lentement de manière posée. Cela s'accorde parfaitement avec sa posture. Toujours droite, la tête bien haute, des grands yeux qui ne scillent presque jamais. On croirait un robot envoûtant. Clairement, les débuts sont prometteurs. Ses discours sont percutants, sa vision est claire, son charisme hypnotise les foules. Elle enchaîne les apparitions, parfois avec un discours poignant et rempli d'émotions, et parfois comme si elle était une docteure ou une scientifique de renom. Sa stratégie de communication et de storytelling marche à merveille, car ni elle ni l'entreprise ne laissent passer aucune info sur cette technologie révolutionnaire. Les curieux posent des questions, l'entreprise se défend. C'est comme si vous demandiez à Coca-Cola de donner la recette, c'est un secret commercial. Sauf que dans le domaine scientifique et médical, il est de coutume de publier ses trouvailles et ses avancées dans la littérature scientifique, afin d'être validé par ses pairs. Là, rien. Cela n'empêche pas les investisseurs de lâcher des centaines de millions de dollars. Larry Ellison, Tim Draper, des pontes de la tech, tous y croient. Même l'ancien secrétaire d'État américain George Shultz rejoint le conseil d'administration. En 2013, Theranos établit un partenariat stratégique avec la chaîne de pharmacie Walgreens qui compte plus de 8000 établissements partout aux États-Unis à ce moment-là. Ce partenariat permet d'effectuer un test sanguin très facilement directement dans les pharmacies. Les années 2014 et 2015, c'est la consécration pour Elizabeth. Elle est régulièrement comparée à Steve Jobs et fait la une des plus grands magazines business comme Forbes, Business Week et Fortune. Elle est présentée comme une prodige, notamment par l'ancien président Bill Clinton, et comme une visionnaire par le vice-président Joe Biden. Elle est au sommet, son entreprise Theranos est alors valorisée à plus de 9 milliards et Elizabeth possède 50% des actions. Sa fortune personnelle est alors estimée à plus de 4,5 milliards de dollars et devient alors la plus jeune femme milliardaire n'ayant pas hérité de sa fortune. C'est évident pour la plupart des médias et pour les investisseurs, cette femme est sur le point de changer le monde. Elle répète sans cesse une phrase si puissante: plus personne n'aura jamais à dire adieu trop tôt. A world in which no one ever has to say goodbye too soon. Il faut dire qu'elle a des arguments incroyables, peut-être trop beaux pour être vrais. Elle déclare que son invention est validée par l'Agence américaine du médicament et par de grandes sociétés pharmaceutiques comme Pfizer. Elle ira même jusqu'à dire que son produit et son protocole sont utilisés sur le front, en Afghanistan. Et si tout ceci était faux? Si tout ça n'était que de la poudre aux yeux, du vide? Si sa technologie autant mise en avant n'était qu'un mirage? Si aucun prototype ne fonctionnait? Et si, pire encore, les résultats envoyés aux patients étaient faux ou trafiqués? Obama, alors président des États-Unis à ce moment-là en 2015, la nomme ambassadrice pour l'entrepreneuriat global. De quoi littéralement péter un câble.
Mais tout le monde n'est pas sous le charme et ne voit pas en Elizabeth Holmes un modèle ou un mythe. Certains journalistes d'investigation sont méfiants de nature. Parmi eux, John Carreyrou, un journaliste et écrivain franco-américain qui travaille pour le Wall Street Journal en 2015 et qui est le chef du bureau de la santé et des sciences à New York, se met à enquêter sur Theranos. Durant ces enquêtes, même si rien ne fuite et si les méthodes utilisées pour contrecarrer les investigations des journalistes et autres curieux sont musclées, il découvre quelques faits intéressants. Notamment la tyrannie d'Elizabeth Holmes et la mise sous pression constante des employés. Ces derniers, s'ils ne partagent pas la vision de la fondatrice de Theranos, sont faits surveiller, sont intimidés ou sont licenciés. Il découvre également via des rumeurs notamment que les appareils utilisés seraient finalement ceux utilisés habituellement sans aucune technologie supplémentaire ni innovation réelle. Alors, il creuse et décide de donner toute son énergie à ce dossier. Il sent qu'il y a quelque chose de gargantuesque à découvrir. J'avais suivi de loin, j'étais sur la côte Est, j'étais dans la rédaction du Wall Street Journal à New York et j'avais suivi de loin le boom qui se passait dans la Silicon Valley. Et en fin 2014, j'ai lu un article dans le New Yorker Magazine sur Elizabeth Holmes. J'avais trouvé cet article déjà un peu bizarre parce que, soi-disant, elle racontait avoir révolutionné cette industrie sans avoir vraiment d'éducation en médecine. Ça faisait 10 ans que j'enquêtais sur la médecine et sur le système de santé américain et ça me paraissait pas réaliste. Et quelques semaines plus tard, j'ai eu un tuyau d'un expert qui avait lu le même article et s'était un peu renseigné et il avait appris qu'il y avait peut-être quelque chose qui clochait dans cette société. Il n'avait pas de source directe, mais il entendait des rumeurs et donc il me les a passées et c'est là que j'ai commencé à creuser. Après plusieurs mois d'enquête, John Carreyrou s'apprête à publier ce qu'il a découvert. Cela arrive aux oreilles d'Elizabeth Holmes, qui tente par tous les moyens de ne pas faire publier cette enquête. Elle ira jusqu'à mettre une légère pression à Rupert Murdoch, principal investisseur de Theranos, après avoir injecté 125 millions de dollars en 2015, mais surtout propriétaire de l'empire médiatique qui comprend l'employeur de Carreyrou, le Wall Street Journal. Murdoch a refusé la demande de Holmes en disant, je cite, qu'il faisait confiance aux éditeurs du journal pour gérer l'affaire équitablement. Il avait confiance. Mais elle semblait fébrile. Elle sait qu'elle cache un gros mensonge. Elizabeth sait très bien que John Carreyrou a pu découvrir des choses qui pourraient détruire ce château de cartes. Octobre 2015, l'enquête est publiée. On y apprend que Theranos dispose entre autres de 2 laboratoires, l'officiel et le clandestin. Ce serait dans le laboratoire clandestin que les tests seraient réalisés avec des machines Siemens modifiées pour gagner du temps, en dépit de tout protocole et normes médicales. Aucune innovation donc, aucune technologie. Juste des machines trafiquées et des résultats, disons, très aléatoires. Tellement aléatoires que des patients pensent avoir le diabète, ou pire encore, un cancer. Des décisions médicales et des vies sont en jeu, alors forcément l'affaire prend des proportions inimaginables aux États-Unis. Les investisseurs paniquent, les partenaires lâchent l'affaire et la justice se penche sur le cas d'Elizabeth Holmes et de Theranos. Tout ce qu'a découvert Carreyrou est donc vrai. Très rapidement, tout est gelé. 1 million de tests sont annulés et l'entreprise fait faillite en 2018. En 2021, elle est convoquée au tribunal. Elle est accusée de fraude, de conspiration et elle risque 20 ans de prison. Jusqu'alors, je n'ai pas parlé d'un homme important dans cette affaire, Ramesh Balwani, qui se fait appeler Sonny. À la fin des années 2000, l'entreprise Theranos était en difficulté financière et Sonny, qui est un entrepreneur pakistano-américain et accessoirement le petit ami non officiel d'Elizabeth, a injecté près de 15 millions de dollars. Il devient alors au début des années 2010 directeur d'exploitation de Theranos. Lors de son procès, Elizabeth charge absolument tout sur Sonny. Elle dit avoir été sous emprise, avoir été violée et contraint par Sonny durant toutes ces années. Elle dit également avoir cru en son projet depuis le début, sans jamais avoir eu la volonté de mentir ni de tromper. Pour elle, c'est Sonny qui est à l'origine de tous les mensonges. Sur les 11 chefs d'inculpation initiaux, Elizabeth est reconnue coupable de 4, notamment pour fraude. Sonny, quant à lui, est condamné pour la totalité des chefs d'inculpation. Aujourd'hui, Elizabeth Holmes est en prison au Bryan Federal Prison Camp, condamnée à plus de 11 ans de prison. Elle passe son temps désormais à éplucher des patates, à laver le sol et à se promener dans la cour de l'établissement à des heures fixes. Elle est sortie du silence il y a peu, en février 2025, où elle a même refait la une du magazine People titrée « Sa vie derrière les barreaux ». Cela fait 2 ans qu'elle purge sa peine, qui a d'ailleurs été réduite à 9 ans pour bonne conduite. Loin des cols roulés et du rouge à lèvres très prononcé, elle apparaît aujourd'hui bien plus naturelle et simple.
On apprend qu'elle a bien changé. Elle a notamment récemment rédigé un projet de loi sur la liberté américaine, l'American Freedom Act, un document manuscrit de 7 pages visant à renforcer la présomption d'innocence et à modifier la procédure pénale. Ce sera l'œuvre de ma vie, dit Holmes, ajoutant qu'elle s'exprime maintenant dans le cadre de sa mission de défense des personnes incarcérées et de celles qui ont été arrachées à leurs enfants. Tout cela résonne comme une longue rédemption. N'oublions pas qu'elle est très douée dans la communication, Elizabeth. Elle se dit aujourd'hui ruinée, entre les dommages et intérêts qu'elle doit aux investisseurs ainsi que ses frais d'avocat. Elle a déclaré en 2023 « Je vais devoir travailler toute ma vie, rien que pour les rembourser ». Elizabeth Holmes n'aura pas changé le monde. Elle ne sera pas devenue une icône de la Silicon Valley. Par contre, elle est aujourd'hui devenue l'archétype de l'entrepreneur menteur, de celui qui « fake it until you make it ». Sauf qu'elle s'est arrêtée au « fake it ». Son histoire est devenue un avertissement pour tous les entrepreneurs, les innovateurs et les investisseurs qui ne jurent que par le « fake it until you make it ». Ce mantra à la fois moteur et toxique. Que pensez-vous de cette histoire ? Pensez-vous qu'Elizabeth Holmes croyait vraiment en sa technologie et en son projet ? Est-elle victime d'un homme d'affaires sans aucune éthique qui l'a manipulée et l'a utilisée pour arriver à ses fins ? Quand on sait qu'elle aurait déclaré à peine 11 ans qu'elle voulait être milliardaire et qu'elle n'a jamais cherché à recevoir une éducation dans la médecine, on ne peut que douter de sa version. Je pense personnellement qu'elle était tout à fait consciente de ses mensonges. Elle a été aveuglée par sa volonté de devenir celle qui changerait le monde, celle qui réussit là où seulement les hommes réussissent. Et au vu de ce qu'elle a fait, admettons qu'elle soit coupable de tout, est-ce que 11 ans de prison est mérité et ou suffisant selon vous ? Je suis curieux de connaître votre ressenti sur cette histoire, alors n'hésitez pas à commenter cette vidéo avec votre avis et votre théorie. Je terminerai en disant que oui, l'entrepreneur doit aller vite, doit parfois savoir raconter de belles histoires pour convaincre et passer aux étapes qui permettent de transformer une vision en un projet concret. Mais il faut garder en tête que tout projet doit avoir des jalons. Il faut construire pierre par pierre avec des preuves concrètes à des moments clés. Et les hypothèses les plus importantes doivent être un jour ou l'autre validées. Il faut savoir mentir comme si la vérité finissait toujours par être révélée, et sous peu. Comme le dit Warren Buffett, il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la ruiner. Si vous y pensez, vous agirez différemment. La technologie ne doit jamais être un simple artifice pour séduire les investisseurs ou alimenter des fantasmes de grandeur. N'oubliez jamais ça. J'espère que cette histoire vous a plu autant qu'elle m'a fasciné. En attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Ciao!